et son ligue. J'ai quitté l'Allemagne, cachant sur mon corps les photos que j'avais prises des camarades battus presque à mort. Quelques jours après mon arrivée à Paris, j'appris que tous mes camarades avaient été arrêtés. En effet, ça date de mai 1933, et elle dit qu'on l'avait prévenue à 11 h, et qu'elle est partie à 19 h le soir même pour Paris. Elle a pris le train Francfort-Paris. Pourquoi Paris? Paris, c'était assez évident, hein, c'était depuis le début du siècle la ville des artistes. C'était le cœur du marché de l'art, c'était la ville intellectuelle par excellence, et déjà, bien avant elle, un grand nombre entre autres de Hongrois étaient venus à Paris, Brassai, Kertész par exemple, sculpteurs comme Beotti. Et aussi le sujet de sa thèse peut-être. Alors, non, sa thèse, elle avait commencé, elle avait commencé sa thèse à Francfort, enfin son sujet de thèse, elle avait un directeur de thèse. Elle devait venir à Paris pour la poursuivre. Elle était déjà venue à Paris, et elle adorait Paris. Elle était venue à Paris avec ses parents parce qu'elle était enfant. Et ça, elle avait un souvenir, émerveillé. Il y avait une attraction de Paris qui était indéniable. Il y mettre aussi cette idée que, alors il faut essayer de se mettre dans, même si ça nous est impossible, dans l'ambiance de l'époque, il y avait l'idée que la France ne voulait absolument pas d'une seconde guerre avec l'Allemagne. Donc, la France qui venait à peine, qui sortait de sa reconstruction après la Première Guerre mondiale. Il y a un texte dans lequel Gisèle raconte comment elle est allée à Strasbourg et où elle voit encore des choses qu'on est en train de réparer. Il y a la conviction en Europe du fait que la France sera un rempart au développement du nazisme, de toute façon, et ne laissera pas se développer le nazisme, et convaincra les autres pays européens d'isoler l'Allemagne hitlérienne. Illusion qui a été... enfin, après, c'est plus compliqué. Le rôle du Parti communiste à cette époque-là, la lecture de ce qui se passait d'abord en Italie, puis en Espagne, etc. Mais il y avait cette idée que la France était l'endroit où l'on pouvait effectivement trouver refuge. En plus, c'était cette capitale brillante du point de vue artistique et intellectuel. Donc à ce moment-là, rencontre avec Adrienne Monnier, qui lui ouvre les portes un petit peu du milieu littéraire. Et puis, il me semble qu'il y a un autre événement très important, c'est la rencontre de la mutualité. Absolument. Le congrès de la mutualité. Alors, il y a ce congrès qui est entre autres initié, il faut bien le dire, par Gide, hein, qui est ce congrès des intellectuels contre le fascisme. Donc, Gisèle Freine et d'ailleurs Robert Capa et David Seymour, Chin, un des fondateurs de Magnum, plus tard, vont aller à la mutualité pour photographier tous ces intellectuels qui prennent la parole pour alerter l'opinion au niveau international sur le danger de la montée du nazisme. Il y a des images extrêmement connues de ces trois photographes, d'ailleurs, sur ce moment, qui est un grand moment c'était le congrès international
la formulation exacte, je ne veux pas dire de bêtises. C'est 39. Alors, le fait que ce soit Gide qui l'ait initié, donc Malraux était là, évidemment. Et c'est Malraux qui propose le nom de Gisèle Freund. C'est un petit peu grâce à Malraux qu'elle a pu y assister. Voilà, le titre exact, c'était le Congrès pour la liberté de la culture, qui évidemment dépassait la liberté simplement de la culture. Hein, mais et c'est, du point de vue historique, c'est une des manifestations les plus étonnantes, puisqu'on voit à la même tribune des écrivains et des intellectuels qui ont des opinions politiques extrêmement divergentes, mais qui sont tous très très clairement et très fermement opposés et qui dénoncent le danger nazi. Alors très vite, je crois que c'est dès 1938, Gisèle Freund est acquise à la couleur, alors que les pellicules couleur qui est très chères et qu'il n'existe pas véritablement de marché pour les photographies en couleur, car les journaux français impriment en noir et blanc. Il y a de rares journaux américains, mais auxquels elle n'a pas forcément accès. Et je me demande si... Enfin voilà, donc elle prend un risque, elle le fait un petit peu pour elle, donc c'est pas du tout dans un but commercial. Ou est-ce que je suis trop naïve? Non, non, elle ne le fait pas du tout dans un but commercial, puisqu'il n'y a pas de marché. Donc, c'est très clair qu'il n'y a pas de marché. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant lorsqu'elle... Le petit carton d'invitation pour l'exposition, pour la projection à la galerie... à la librairie d'Adrienne Monnier, mentionne qu'il y a projection et aussi épreuve photographique. Elle espérait vendre des tirages photographiques, peut-être à certains de ses écrivains ou à des amoureux de littérature qui venaient acheter des livres et qui voyaient ça. Alors je vous parlerai un tout petit peu de ces épreuves photographiques qui ont créé tant de soucis et de difficultés. Non, pourquoi est-ce qu'elle a photographié en couleur? Par curiosité. Par curiosité, puis aussi par un goût qu'elle avait de s'affronter à la difficulté. C'était... il y avait plein de choses qui entraient en ligne de compte. Pour moi, le fait qu'elle ait photographié en couleur n'est pas très différent de sa décision, qui était un peu suicidaire du point de vue économique, sa décision de ne pas photographier ses modèles en studio. À l'époque, un photographe respectable, là, il avait un studio, il éclairait, il faisait son métier de photographe et il fondait ces tirages. On pense toujours, je pense à Harcourt, hein, donc on pense toujours aux images de personnages, de personnalités faites par Harcourt. Harcourt, c'est un studio industriel qui a gagné sa vie avec des milliers de clients. C'est impressionnant de voir les archives d'Harcourt, les archives négatives, des milliers de clients de la bourgeoisie parisienne. Donc Gisèle Freund, elle ne veut pas. Elle dit, moi, je veux photographier les écrivains chez eux, dans leur environnement. Parce que, et là, elle a écrit là-dessus, hein, elle sait très bien qu'un portrait, c'est pas la vérité. Qu'un portrait, elle sait bien à quel point
la photographie est une chose complexe. C'est-à-dire, la photographie, je crois que c'est un mode d'expression qui nous donne beaucoup d'illusions. C'est un mode de représentation qui ne cherche pas à mentir, mais qui est incapable de dire la vérité. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on nous a fait croire, on continue à nous faire croire, que la photographie est capable de dire la vérité parce que c'est la presse qui l'a utilisée comme ça. Depuis un petit moment, là, comme ça, on parle de photographie, ou je vous parle de photographie. En fait, c'est absurde. Qui voit de la photographie? On ne voit jamais de photographie. Ce qu'on voit, on voit des utilisations de photographie. On voit des reproductions de photographie. Couverture de Paris Match, ce n'est pas une photographie. C'est une couverture de Paris Match. Il se trouve que pour réaliser une couverture de Paris Match, il y a besoin d'une photographie. Et elle va participer avec d'autres éléments qui sont extrêmement codifiés de la création d'une création de sens. Et donc, Gisèle disait que la personnalité de ces écrivains, que le visage lui-même, ce qu'elle allait saisir du visage à un moment, n'allait pas être capable de restituer comme étant leur personnalité, que ça allait être une facette. Par contre, il y avait des éléments de décor, il y avait ceux qui se fabriquaient comme univers qui pouvaient être significatifs. Je pense à Gide, je pense à... Oh, c'est pas rien cette main sur le mur rouge. De Cocteau. De Cocteau. C'est pas rien. Il y a beaucoup de choses du surréalisme qui sont dites là. Le masque de Gide. Le masque de Gide et la main de Cocteau, je pense que c'est très typique de choses très simples, en fait, mais qui vont en dire beaucoup. Et donc, de la même façon qu'elle ne va pas photographier les gens en studio, elle va explorer la couleur, parce que c'est autre chose. Parce que c'est une chose, on ne sait pas trop ce que... On ne sait pas trop le contrôler d'abord. Il y a 2 pellicules disponibles, hein, la Kodachrome et puis Agfa. Après, je ferai une petite notation par rapport à ça, parce que c'est une chose étrange. Et elle a envie de voir, voilà, elle n'a jamais dit aussi clairement, mais ce que je sais, alors ça, pour en avoir parlé beaucoup avec elle, elle n'a jamais eu d'illusion que c'était plus vrai parce que c'était en couleur. Hein, non. Et par contre, elle avait envie de voir à quoi ressemblait le monde une fois qu'il est photographié en couleur. C'est pas, elle n'avait pas envie de reproduire les couleurs du monde. Elle savait bien que, et encore plus à l'époque où elle photographiait, que la couleur n'était pas fidèle. Hein. Mais là, et c'est là où il y a aussi une démarche intellectuelle et une démarche conceptuelle qu'on connaît. Il y a un photographe américain, Gary Winogrand, qui l'a dit de cette manière-là. Il a dit: le sujet ne m'intéresse pas, le monde ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quoi ressemble le monde une fois qu'il est photographié. Et elle était là-dedans. Si vous regardez sa première photographie couleur, qui est la devanture, qui est un portrait à sa manière, mais qui était un portrait peut-être moins difficile à réaliser que d'autres, c'est la devanture du coiffeur, qui est de... Bon, je vais vous la remontrer.
sa première photographie de couleur, sa première image couleur, c'est ça. Hein, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voulez on peut le faire circuler. Oui, hein, là, c'est d'une part, une image comme ça, à l'époque, c'est un défi technique. Hein, d'autant plus qu'elle n'est pas... Elle profite de l'éclairage qui est celui de la vitrine, donc c'est fait sur pied, et elle va trouver le temps de pose. C'était extrêmement compliqué, les pellicules étaient très peu sensibles, on ne savait pas très bien comment elles réagissaient à des éclairages artificiels, etc. Et elle est attirée par ça, elle est attirée aussi par une chose qu'elle a dite plusieurs fois. Ce qui l'a intéressé dans une photographie en couleur, c'était de voir à quoi ressemblaient les choses si elles étaient différentes, si elles étaient vraiment différentes quand on les photographiait en couleur, quand on les photographiait en noir et blanc. Et alors, il y a dans l'exposition une chose très intéressante. Vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de marché. Il y a un certain nombre d'épreuves, il y a un certain nombre de tirages, ce sont des tirages noirs et blancs au début de l'exposition, faits à partir d'originaux, de diapositives qui sont des diapositives couleur. Parce qu'elle n'a jamais doublé, mais elle était une des rares à avoir photographié, je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom, un journal lui demandait pour reproduction, et elle le tirait en noir et blanc. Par contre, ce qui l'intéressait, et ces tirages-là ne l'intéressaient pas, parce que, bon, c'était très bien, mais ce n'était pas ce qu'elle recherchait. Ce qu'elle recherchait, c'était effectivement que, parce qu'elle avait utilisé la couleur, l'image, le rendu, allait être différent de ce noir et blanc qu'elle connaissait parfaitement et qu'elle maîtrisait d'une façon remarquable. Il n'y a qu'à voir le travail qu'elle a pu faire en Angleterre, par exemple, sur un de ses plus poignants reportages sociaux. Juste une petite chose sur la couleur pour vous renvoyer à aujourd'hui. Alors, ça fait déjà longtemps que l'Agfachrome a disparu. Le Kodachrome a disparu cette année. C'est le grand désespoir d'un certain nombre de photographes, puisque... dans les semaines qui viennent, la firme Kodak sera déclarée en faillite. C'est un scoop? Non, c'est dans les pages économiques que beaucoup il reste, ça concerne, c'est une question sociale qui concerne 19 000 salariés, qui concerne 1000 brevets, qui paradoxalement sont des brevets sur le numérique. Et on en parle dans les pages économiques. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est aussi la disparition d'une couleur du monde. C'est-à-dire que si vous regardez, je m'intéresse évidemment beaucoup au développement du numérique et à un certain nombre de caractéristiques qu'il puisse avoir, puis j'ai la chance d'enseigner dans une école où il y a d'excellents techniciens. Moi, je connais rien à la technique, je ne fais pas de photos, etc. Et c'est certains de mes étudiants qui m'ont montré comment il existe un vert, couleur verte, qui est spécifique au numérique et qui est effectivement, y compris, presque choquant pour notre œil qui est habitué à d'autres teintes de vert. Il y a un vert qui est un vert criard, qui est un vert dans lequel il y a beaucoup de jaune, enfin, etc. Et une chose que je me disais l'autre jour en regardant comme ça des photographies, en regardant et je me disais, bien, cette disparition de ces émulsions, les couleurs étaient fausses par rapport à la réalité du monde, par rapport à notre perception. De toute façon, une couleur dans le réel, elle évolue en fonction de la lumière. Nous
la percevons, une rose n'a pas le même rouge à 6 h du matin et à midi. Pas vrai. Donc, ça, c'est notre perception. Mais nous avons eu, en tout cas ma génération, je pense vous aussi, notre œil, notre mémoire a été forgé, a été éduqué à une perception du monde qui avait une couleur. Eh bien, parce que ces émulsions ont disparu, eh bien, c'est une couleur du monde qui a disparu. Et alors, on le connaît par rapport au cinéma, il y a déjà de la nostalgie par rapport à ça. Hein. Un certain nombre de films, il y a un certain nombre techniquement, il y a un certain nombre de filtres pour retrouver le Kodachrome, comme pour retrouver le Polaroid, comme pour retrouver certains grains, etc. etc. Mais je pense que c'est un moment. Et d'ailleurs, ça me renvoie moins à cette question. Enfin, Gisèle ça va travailler vraiment cette question de la couleur. Qu'est-ce que c'est que la couleur? Et tu sais tout à l'heure qu'elle a. En fait, et ça je l'ai vu faire, c'est bagarrer toute sa vie avec la difficulté technique de la couleur. Mais jusqu'à la fin. Enfin, je ne parle pas des dernières années qui ont été extrêmement dures. Elle en parle hein, dans Le Monde et ma caméra. Quelle était la difficulté principale? Alors, la difficulté principale était de retrouver, au niveau d'un document opaque, au niveau d'un tirage, les transparences, les finesses qu'elle avait voulu capter à la prise de vue. De ce point de vue-là, si vous regardez attentivement, parce que c'est fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de ces images sont éclairées. La plupart sont éclairées. Il y a des ombres. Alors, la plus étonnante, est-ce que vous connaissez l'anecdote sur pourquoi est-ce que Georges Bernard Shaw est tout bleu là? Racontez-nous. L'histoire est assez drôle. Georges Bernard Shaw elle le décrit comme un emmerdeur absolument insupportable. Il se trouve qu'il faisait de la photo, donc elle va chez lui, il lui donne des conseils, il donne des leçons, il est insupportable, etc. Bon, ça prend... C'est déjà un homme très âgé à ce moment-là. Il est très âgé, il est très célèbre, elle, c'est une gamine, là, qui... Enfin, c'était plus vraiment une gamine, mais enfin, il la traite comme une gamine. Alors, elle met en place son éclairage, il fait aussi des remarques sur où il faut poser la lampe, etc. Hein, et puis, patatras, l'installation électrique disjoncte. Alors, il se met en colère, que c'est elle, que ne plus posée. Hein, et à ce moment-là, Gisèle constate elle le raconte de façon extrêmement drôle, que c'est une nuit de pleine lune. Elle dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais vous photographier éclairé par la lune. Et alors elle dit, je voulais voir jusqu'où il serait capable de tenir. Donc elle décide de le châtier, en lui disant qu'il ne faut absolument pas qu'il bouge, parce que sinon, sinon le portrait sera raté. Et donc elle raconte, donc elle réinstalle son pied, elle le place près de la porte-fenêtre, la lumière, etc. Et elle estime sa lumière, et une fois que la prise de vue est terminée, elle ne lui dit pas que la prise de vue est terminée pour qu'il continue à rester immobile, et donc c'était sa petite... Est-ce qu'il s'en est rendu compte de la blague ou pas du tout? Je ne pense pas, enfin en tout cas elle ne le dit pas. Alors la difficulté était cette difficulté d'ailleurs il y a c'est dans Le Monde et ma caméra où elle fait état d'un courrier de Romain Rolland qui elle a envoyé une épreuve et qui se plaint du fait que on a perdu la transparence si caractéristique
de ses yeux bleus. Il était très connu pour ça. Ah, il se plaint de ça. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, et ça c'est quand même très avant-gardiste aussi. Hein, c'est en 1968, lorsqu'elle a sa grande exposition au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, donc tout près, exposition qui sera interrompue par les événements de mai 68, qu'elle ne photographiera pas. Mais c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'était une femme assez, enfin, très engagée. Bon, évidemment, en 68, elle n'a plus 20 ans, elle a 60 ans, mais quand même, elle continue à prendre des photos, et on est étonné quand on suit son parcours qu'elle n'ait pas pris plus de photos des événements de 68. Alors, pourquoi? Ça vous paraît évident, mais... Pour moi, c'est tout à fait évident. Elle aurait eu l'occasion de photographier d'autres événements d'actualité auparavant. Ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est le métier d'autres photographes qu'elle respecte ou qu'elle ne respecte pas. C'est-à-dire, l'actualité ne l'intéresse pas. Photographier l'actualité ne l'intéresse pas, parce qu'en 68, elle ne fait pas de photos, mais elle est à l'Odéon. Elle va à l'Odéon et elle prend la parole à l'Odéon. Et elle va à l'école des Beaux-Arts. Voilà, et dans ce moment d'actualité, elle est une intellectuelle, elle n'est pas un photojournaliste. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, ce qui est absolument merveilleux dans cette exposition de 68, c'est qu'elle, et c'est la première fois dans un musée, c'est qu'elle expose évidemment des tirages, dont certains qui sont ici d'ailleurs, mais elle reconstitue sur grand écran la projection qu'elle avait faite dans la petite librairie d'Adrienne Monet. Et la raison, c'est que c'est la forme, pour elle, la plus parfaite pour la restitution de la couleur qu'elle a recherchée à la prise de vue. Et c'est une première dans un musée, hein, l'acceptation de cette forme-là. Alors, imaginez ça, c'est en 68. La première exposition de Nan Goldin, dont l'œuvre, pour moi, je la connais bien, je travaille avec elle, je l'aime beaucoup. Donc pour moi, l'œuvre, c'est la balade projetée et pas les tirages qui sont des choses qui, bon, elle a besoin de gagner sa vie, qui sont pour le marché. Moi j'ai vu la première version de la balade qui faisait 12 minutes en 81 à New York. Et c'était à New York University. La première fois où ça a été montré dans un musée en France, alors aux États-Unis c'est au Whitney en 89 ou 90, forme de projection, et en France c'est à l'exposition au Centre Pompidou en 92. Alors entre-temps, elle avait projeté ça dans des festivals, hein, c'était reconnu par le milieu de l'art. Mais voilà, cette forme de la projection qui est devenue pour la photographie aujourd'hui un réel mode d'expression, avec des tas de variantes. Hein. Aujourd'hui, il y a le travail avec le son, etc. Bien, Gisèle Freund le revendiquait comme étant la façon la plus juste de transmettre, de restituer son intention, en fait, et de transmettre ce qu'elle voulait faire percevoir.